On va découvrir une autre dimension de cet univers culturel, c'est celui de l'industrie du spectacle. Et on va voir comment l'analyse de réseau peut permettre à cette industrie qui est secouée, hein, il y a de la transformation à l'œuvre de tout un tas de points de vue, comment elle peut nous permettre de retrouver son public, d'inventer de nouvelles formes, effectivement, de spectacle, et puis au passage aussi de réinventer ses modèles économiques. C'est un autre duo qui va venir nous en parler, Marc Gonnet, qui est cofondateur de D-Light en duo, et donc qui est un éminent collègue du CELSA. Salut mon cher Marc, viens nous rejoindre. Et son compère Mathieu Latapie, qui est directeur de recherche au CNRS. Il fait partie du laboratoire d'informatique de cette grande maison, je crois. Voilà. Je suis Marc Gonnet, je suis donc le cofondateur de D-Light, qu'on a créé il y a maintenant 4 ans et demi. Pour vous raconter ce que fait D-Light, avant de vous expliquer les coulisses de cette création, je vous propose une petite vidéo. Et promis Arnaud, elle fait même pas 1 minute 30 cette vidéo. Donc voilà la vidéo où on va vous présenter Agathe et D-Light. L'idée, tu vois, c'est de faire un petit film pour expliquer ce que fait D-Light. Déjà, il nous faut une fille cool et naturelle. Voilà, elle c'est Agathe. Elle habite dans le 11e et elle aime sortir. Donc, on la voit en train de rire au théâtre, elle s'éclate dans un concert, et le producteur c'est Fred. Et Fred, c'est le client de D-Light. Et là, tu découvres le truc. En fait, D-Light rassemble toutes les données que les spectateurs ont bien voulu communiquer en achetant leurs billets. Et des données, il y en a un gros paquet, parce que des spectateurs, il y en a des milliers. Avec les outils de D-Light, Fred va savoir exactement quoi proposer à ses clients. Et hop, de l'autre côté, elle est bien Agathe. Elle clique et bim, direct, elle est à nouveau dans la salle avec tous ses potes. Et elle kiffe. Donc, D-Light, le plaisir. Bam. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. C'est frais. Merci beaucoup. Alors, bon, le but de cette petite intervention, c'est de vous raconter comment est-ce qu'on a eu l'idée de faire ça, et puis plus précisément en quoi ça consiste. Alors, moi, tout a commencé au CELSA, en fait. En réalité, je suis diplômé du CELSA en 1996, et à l'époque, mon fantasme, c'était de travailler dans les médias, et j'ai commencé par un stage à Europe 1. Et c'est un stage qui a duré longtemps, parce qu'il a duré 18 ans, ce stage à Europe 1. J'ai fait 18 ans, alors je vous rassure, assez rapidement, ils m'ont quand même payé ce stage facilement 100 francs. Et puis après, bon, voilà, je suis devenu directeur du marketing et de la communication d'Europe 1. Et puis à un moment, j'ai un patron, Alexandre Bompard, qui m'a proposé de m'occuper de la diversification. Et l'homme de marketing, de connaissance des publics que j'étais, parce que mon boulot, hein, c'était d'expliquer aux animateurs, aux producteurs, aux journalistes, qui était le public qui nous écoutait, de faire rentrer le public dans la radio. Il m'a demandé, Alexandre Bompard, d'aller chercher de nouvelles recettes. Vous savez, dans les médias, on fait beaucoup ça. On se dit, tiens, la publicité ne va pas suffire. Au bout d'un moment, ça devient dangereux d'être financé que par la pub. Il faut trouver des nouvelles sources de financement. Et donc, j'ai créé de la diversification. Et dans la diversification, ce qui marche bien, c'est de travailler avec des producteurs de spectacles, des gens qui organisent des tournées, des concerts, même parfois des expositions. Et puis, on a même fait plus que ça. On a travaillé avec eux, on a partagé des idées avec eux. Puis, on a parfois gagné de l'argent avec eux sur de la promotion croisée. Puis, à un moment, on s'est dit, tiens, on va nous-mêmes faire un spectacle, en fait. On va nous-mêmes produire un spectacle. Alors, peut-être qu'ici, vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, produire un spectacle, mais concrètement, ça veut dire faire un chèque de 3 ou 4 millions d'euros et de louer des salles de spectacle, d'embaucher des comédiens, d'écrire des livrets, d'accrocher des lumières, de faire des tournées. C'est très, très risqué, en fait. Et en réalité, vous n'avez plus qu'une chose à faire quand vous avez fait ce chèque de 4 millions d'euros, c'est prier. Parce que vous avez très peu de connaissances du public. Et alors, le premier spectacle qu'on a créé, si vous en avez peut-être entendu parler, c'était Salut les copains. En fait, le spectacle aux Folies Bergères. On a fait 70 dates aux Folies Bergères, puis après, on a fait des tournées dans toute la France. Une tournée dans toute la France, et ça a super bien marché. Vraiment, chance du débutant, ça a très bien marché tout de suite. Salut les copains, c'était en 2012. Puis après, on s'est décidé d'en faire un deuxième. On a fait Disco sur les années 70, on n'était pas très originaux. Et d'ailleurs, on l'a payé, puisque ça a moins bien marché, Disco, et notamment en tournée, ça ne marchait pas du tout. Et l'homme de marketing que j'étais se disait, mais alors c'est pas grave, on va essayer de comprendre qui est le public, on va envoyer des mails ciblés, on va envoyer des newsletters, on va essayer de comprendre comment remplir la salle un peu plus intelligemment. Et en fait, on peut pas. On peut pas parce qu'on ne connaît pas le public. La donnée, elle est à la FNAC, elle est dans les billetteries. Même quand vous en avez un peu dans vos logiciels, vous ne savez même pas comment la chercher. Bref, on est à l'aveuglette. On ne sait pas qui vient nous voir. Il n'y a pas d'audience, quoi. Il n'y a pas d'audience des spectacles. Et je me suis dit que ce problème-là, je n'étais pas le seul à le rencontrer, puisque en creusant un peu les données, il y a un chiffre invraisemblable que j'ai découvert, c'est que 40% des places de concert et de spectacles, et même de tout spectacle confondu, 40% des places sont invendues chaque soir. Vous vous rendez compte ? Il y a 4 places sur 10 qui ne sont pas vendues.
Et je me suis dit qu'au bout de 18 ans Europe 1, c'était le moment de changer de vie, de changer de carrière et d'aller créer une start-up, D-Light, qui allait adresser ce problème grâce à la data et grâce aux algorithmes. Mais le problème, en fait, c'est que j'ai cofondé D-Light avec un de mes anciens profs, Eric de Rugy, puis avec un de mes anciens collaborateurs Europe 1, Oliver Abitbol. Mais nous trois, on venait du monde des grandes écoles, du business, etc. Mais on n'était pas du tout scientifiques. On n'était ni data scientist, ni développeurs. Et c'est pas évident de faire une start-up très technologique sur la data quand on est très proche du marché, mais qu'on n'a pas de connaissances scientifiques très précises, parce qu'on avait besoin de ça. Et c'est là, et je vous raconterai tout à l'heure comment c'est arrivé, que la rencontre avec Mathieu Latapie s'est faite. Et Mathieu va vous raconter comment et pourquoi. Donc, je crois que c'est à moi, ça marche. Bonjour tout le monde, donc, je suis Mathieu Latapie, je suis chercheur au CNRS ici à Sorbonne Université. Je suis membre d'un grand laboratoire d'informatique où il y a à peu près 500 personnes qui s'appelle le LIPSIS. Et où, du coup, comme c'est un grand laboratoire et avec 23 équipes, on travaille un petit peu sur tous les aspects de l'informatique, du matériel au logiciel, en passant par la sécurité, par l'optimisation, l'algorithmique, etc., etc. Donc on a un petit peu toutes les compétences, ce qui nous place très favorablement pour discuter avec les entreprises, puisque quand elles viennent nous voir, même si elles ne tombent pas forcément tout de suite sur l'interlocuteur pertinent, eh bien, c'est assez facile de les réorienter vers des collègues du laboratoire. Donc ça, c'était pour parler juste 2 minutes du contexte, du laboratoire dans lequel je suis. Moi, plus spécifiquement, je travaille sur la big data, hein, donc vous connaissez, depuis l'émergence du numérique et d'Internet en particulier, il y a des données de partout, tout le monde enregistre un petit peu tout et stocke plein de choses. Et il y a de l'or là-dedans, c'est-à-dire que ces données-là contiennent plein d'informations très intéressantes, très exploitables, dont on peut tirer parti pour résoudre plein de problèmes, dont les 40% de places vides dans les théâtres, de places invendues dans les théâtres, ou dans les salles de spectacle en général. Et donc, bon, là, on est nombreux au LIPSIS à travailler sur ces sujets-là. Et mon équipe, là-dessus, travaille sur une approche un peu particulière, qui est une approche par les réseaux, donc on appelle l'analyse de réseau. Et l'idée, c'est que plutôt que regarder les caractéristiques des objets, des individus, on va regarder les relations entre eux. Donc, par exemple, si je veux étudier les gens qui sont inscrits à cette journée thématique à Sorbonne Université, eh bien, on peut les étudier en regardant quel âge les inscrits ont. Donc, il n'y a pas d'enfants, par exemple, il n'y a pas beaucoup de retraités. Et puis, il y a des tranches d'âge, donc il y a une répartition parmi les âges. Je peux faire pareil avec les salaires, je peux faire pareil avec les origines géographiques. Donc, regarder des caractéristiques des individus. Et alors moi, ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Ce que je vais faire, moi, c'est regarder les relations entre ces individus. Donc je vais regarder qui est copain avec qui a le numéro de téléphone de qui travaille avec qui est venu avec qui a déjeuné avec qui. Donc des relations entre ces individus-là. Et ces relations, elles ne sont pas du tout fichues n'importe comment. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gros tas de liens entre les participants à la journée. Ce qu'on a, c'est des structures très fortes. Donc par exemple, des structures en communauté. Vous allez avoir des groupes qui sont fortement connectés entre eux et qui sont faiblement connectés, donc qui sont fortement connectés à l'intérieur de la communauté et faiblement connectés vers l'extérieur. Et vous allez avoir des gens qui font le pont entre ces communautés-là, typiquement, c'est ce que nous, on essaye de faire, et des gens qui jouent le rôle de diffuseurs, etc. Donc tous ces réseaux-là ne sont pas fichus pareil, sont pas fichus n'importe comment, et on peut exploiter leur structure, qui est très riche et qui apporte plein d'informations. Alors ce que je vous ai dit là, c'est sur les gens, c'est sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux en général, des réseaux où les entités sont des individus, et on peut le faire sur un peu n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez commencer à dire, je m'intéresse à tous les films, et puis je dis qu'il y a un lien entre 2 films s'il y a un acteur en commun entre les 2 films. Donc ça met une structure de réseau sur l'ensemble des films qu'on peut aussi exploiter. Et bien sûr, vous me voyez venir, on peut aussi faire ça avec les spectacles vivants sur lesquels travaille D-Light. Donc on peut commencer à dire les spectacles sont reliés s'ils ont un élément en commun, donc par exemple la ville en commun ou le réalisateur en commun ou des choses comme ça, ou le producteur comme on en parlait. Et puis on peut faire encore mieux que ça, c'est qu'on peut se servir des usages. C'est-à-dire que finalement, la description des données, elle est souvent pauvre, elle est souvent partielle et elle est souvent bourrée d'erreurs. Donc je me rappelle, je vais prendre un autre exemple très, très concret rencontré chez D-Light. On avait des descriptions de pièces de théâtre qui contenaient en capital et au début de la description, il y a un parking accessible aux handicapés. Donc si on commence à recommander aux gens des spectacles sous prétexte qu'ils sont allés voir un spectacle où il y avait déjà un parking, on leur recommande un autre spectacle où il y a un parking, c'est pas forcément très pertinent. Donc ce qu'on fait, plutôt que regarder les caractéristiques des spectacles, c'est qu'on utilise les usages, c'est-à-dire ce que font les gens, quels spectacles sont allés voir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez voir 2 spectacles,
vous nous dites quelque chose sur ces deux spectacles-là. Et vous nous dites que quelque part, ils ont quelque chose en commun. Parce qu'il y a peu de chances que vous alliez voir des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Et comme tout le monde fait ça, et que vous allez voir plusieurs spectacles, et que tout le monde va voir plusieurs spectacles, c'est les données de billetterie dont parlait Marc tout à l'heure, eh bien, Delight arrive avec ces données de billetterie, et elles nous permettent de structurer l'ensemble des spectacles comme un réseau, et d'en extraire de l'information, et de faire des recommandations de spectacles. Alors ça, c'est un petit peu sur ma thématique de recherche, et sur la thématique sur laquelle on a travaillé avec Delight. C'est vrai pour plein de sujets, c'est-à-dire que ces analyses de réseau, elles ont des applications dans plein de domaines, notamment en détection de fraude à la carte bancaire, en détection de blanchiment d'argent, où on regarde les transferts d'argent entre des comptes bancaires, également en lutte contre les attaques sur les réseaux ou contre les intrusions dans les systèmes d'information, où on regarde le trafic réseau et on regarde des traces de trafic réseau, on essaie de détecter des anomalies là-dedans. J'ai plein d'exemples, je ne vais pas tous vous les faire, mais vous voyez tout de suite que ces données-là et ces approches-là ont beaucoup d'applications, et donc naturellement, on a beaucoup de relations avec les entreprises qui travaillent sur ce type de données et dans ces domaines. Donc les relations avec les entreprises, c'est un petit peu ce dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc je vous ai donné l'exemple de Delight. On rencontre beaucoup d'entreprises, des petites, des moyennes, des grandes. On a vraiment toutes sortes d'entreprises avec toutes sortes de domaines d'application. Bien sûr, la motivation à laquelle on pense peut-être au début, c'est obtenir des financements, trouver de l'argent en allant vers les applications et vers les gens qui gagnent de l'argent en appliquant nos recherches. Mais il y a plein de raisons d'aller vers les entreprises, notamment confronter nos recherches à la pratique, et donc voir comment elles marchent en pratique. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on peut difficilement faire en laboratoire. Ce n'est pas forcément évident de voir si un algorithme de recommandation de spectacle marche mieux qu'un autre quand on est en laboratoire. Donc quand on est en collaboration avec une entreprise, on peut faire ça. Les entreprises apportent des questions importantes, des motivations aussi. C'est-à-dire qu'on se méfie aussi souvent de trop aller vers des motivations commerciales. Mais quand on a là, on est dans la session culture, donc je pense que c'est pas mal. On peut avoir moi, franchement, ça m'a choqué l'idée que 40% des places de spectacles vivants soient invendues. C'est une motivation en soi de se dire qu'on va faire sortir plus les gens et qu'on va remplir ces places-là et que les gens vont voir des choses intéressantes. Donc ça, c'est assez souvent. Et puis, Pascal en parlait un petit peu tout à l'heure en parlant de structuration de la recherche en silo. C'est vrai que nos laboratoires sont souvent structurés par les méthodes. C'est-à-dire qu'on met les gens qui travaillent sur les mêmes méthodes ensemble. Donc on a une équipe spécialiste de réseau, on a une équipe spécialiste de sécurité, on a une équipe spécialiste d'IA, etc., etc. Et c'est tout à fait justifié, ça a du sens de mettre des spécialistes d'un même sujet ensemble, parce qu'ils vont faire avancer l'état de l'art sur ce sujet-là, mais une entreprise ne fonctionne pas du tout comme ça. Une entreprise, elle a un problème à résoudre, et en fait, elle s'en fout de la méthode. Elle veut résoudre le problème le mieux possible. Et c'est assez intéressant pour un chercheur d'être confronté à ce genre d'approche-là, où l'entreprise arrive et dit, voilà, moi je veux remplir mes 40% de place. Tu fais des réseaux si tu veux, tu fais de l'IA si tu veux, tu fais de la boule de cristal si tu veux, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est remplir mes salles. Et du coup, on a une recherche guidée par les questions, et ça, c'est très intéressant. Et c'est là-dessus que je te laisse rebondir. Ouais, je vais rebondir, n'aie pas peur, Arnaud, en 30 secondes, juste en disant que mon cher ça a vraiment... la rencontre avec Mathieu, elle a vraiment changé tout le devenir du projet, parce que ça nous a permis de comprendre qu'il fallait arrêter de se dire qu'on allait chercher des tonnes de données partout sur la navigation des sites de presse, les réseaux sociaux, que Mathieu nous a fait comprendre que les données billetterie étaient elles-mêmes très largement suffisantes et qu'on pouvait avoir pour 20 ans d'études rien qu'à les analyser. Ça a recentré le projet. Donc la rencontre avec Mathieu, elle a complètement changé le devenir de Delight. Il nous a permis d'embaucher des équipes. On est 13 aujourd'hui. On publie des papiers parfois en commun. On a des tonnes de projets ensemble spécifiques. Et puis voilà, plus globalement, moi je voudrais aussi dire deux mots de la Satlutech qui nous a permis de rencontrer Mathieu, parce que moi franchement il y a quelques temps je ne savais pas qui était le Lipsys, je ne connaissais pas l'existence de ce laboratoire, et j'aurais jamais rencontré la Satlutech sans le CELSA. Et moi je dois aussi parler du CELSA, parce que c'est vrai que finalement j'ai coutume de dire que deux femmes ont changé ma vie, Valérie Patrin et Chantal Vernis. Chantal qui dirigeait la Satlutech et Valérie le département média du CELSA, parce qu'au fond en réalité, le CELSA m'a proposé de devenir maître de conférence associé. Merci aussi à Véronique qui est là, et Karine. Et derrière, on m'a proposé de faire un voyage d'études un moment au Canada sur l'entrepreneuriat, justement. Et c'est là que j'ai rencontré la Satlutech. Et puis on continue avec les équipes très exigeantes et super bienveillantes de la Satlutech pour avancer dans ce projet. Et c'est comme ça qu'on a rencontré des scientifiques qui ont fait évoluer le projet radicalement. Merci à tous les deux pour nous avoir fait partager cette expérience. Merci beaucoup.